Mercredi 12 septembre. Travailler le jour et écrire le soir. Je crois, Léon, que tu as vu un peu grand. Il faut être un surhomme pour accomplir cet exploit. Ce soir, j'ai vite avalé ma soupe pour me hisser jusqu'ici, avec grande difficulté. Affalé maintenant sur cette chaise, le cahier ouvert sous mon nez, je ne me sens capable de rien. Comment griffonner quelques lignes quand on est épuisé? C'est presque au-dessus de mes forces. Mais bon, puisque je me suis traînée jusqu'ici, il faut bien que je me force à le faire. Juste un peu. Sinon je risque de le regretter. Le travail sur le chantier est dur. On m'avait prévenu. Toute la journée, il faut décharger les poutres en bois et les grosses pièces en fer des charrettes qui arrivent en convoi de l'usine de Levallois-Perret. À peine une de vidée, il faut déjà passer à la suivante, et ainsi de suite. À ce rythme-là, les muscles ne risquent pas de se refroidir. Mais ça ne me fait pas peur. Plein d'ardeur, je me jette sur la besogne, comme si je m'attaquais à une montagne. Car du courage, j'en ai toujours eu, et même à revendre. Par contre, ce qui me manque, c'est de l'entraînement. Aucune endurance. Dès que je m'arrête, j'ai un mal fou à me remettre en train. Et puis, peu à peu, l'énergie revient. Après une journée d'effort, je ne vaux plus rien. Une vraie chiffre molle qui se traîne jusqu'à la maison et qui s'écroule de fatigue dans la blanchisserie. Avachie, pouvant à peine parler, mon état déclenche les ricanements de maman et de Madeleine, son employée, toutes deux penchées sur leur ouvrage. C'est le début. Faut que le métier rentre. Tu t'habitueras vite, t'es si jeune, enchaîne-t-elle, comme si elle se donnait la réplique. Ces paroles ne me rassurent guère. Quand je me déplie avec peine pour monter au premier étage, je me demande si je serais capable de tenir le coup. Et si je n'étais pas fait pour ce travail. En écrivant ces mots, je me rends compte qu'il ne me reste qu'une seule chose à faire. Aller me coucher. Dimanche 16 septembre. Premier jour de repos après une semaine de travail bien fatigante. J'ai dormi tout mon saoul et me voilà revigorée. On a parlé de papa au déjeuner. C'était la première fois depuis sa mort. Pendant des mois, lorsque Augustine et moi surprenions maman en train de sécher ses larmes avec un coin de son tablier, nous restions silencieux, incapables de prononcer un mot. Aujourd'hui, le seul nom d'Antoine Robic a fait glisser la conversation sur papa. Nous nous sommes regardés tous les trois, mais aucun de nous n'a pleuré. Enfin, les langues se sont déliées, faisant revivre avec les mots celui qui nous manque tant. À la fin du repas, nous nous sommes relevés plus légers, libérés du silence qui rendait notre chagrin si pesant. Nous étions soulagés. À présent, dans cette pièce où je griffonne ces quelques phrases, j'ai l'impression que mon père se trouve tout près de moi, penché au-dessus de mon épaule, comme il le faisait souvent en rentrant du travail quand je faisais mes devoirs. Même s'il lisait avec difficulté ce que j'écrivais, car il n'avait pas eu la chance d'aller comme moi à l'école, je sentais qu'il était fier. Et plus encore lorsque j'égrenais à voix haute les bonnes notes inscrites sur mon carnet, à chaque fin de semaine. Alors, pour qu'il soit toujours fier de moi, je fais la promesse aujourd'hui de ne jamais perdre courage, tant au travail qu'en écrivant ce journal. Il me soutiendra dès que je flancherai. Ça, j'en suis sûre. Le souvenir de papa m'a un peu éloignée de ce que je voulais raconter ici, en arrivant. Mais j'y viens. Depuis lundi dernier, les jours se sont enchaînés sans que je m'en rende compte. Au début, ce que j'avais à faire m'absorbait complètement. J'étais soucieux d'être irréprochable, d'accomplir les unes après les autres les tâches désignées par mon chef d'équipe, Antoine Lepeu. Il a été chargé de guider mes premiers pas sur le chantier. Je n'ai pas quitté d'une semelle, exécutant au doigt et à l'œil tout ce qu'il me commandait. Une telle ardeur a vite déclenché des ricanements chez mes camarades, et je ne parle pas de mes gestes trop vifs ou empruntés. « À ce train-là, tu vas t'épuiser, mon gars. Modère un peu ta fougue » m'a lancé un soir Eugène, au moment où j'empoignais ma besace. « Nous, on est là depuis des mois. Regarde-nous faire. » Ces remarques m'ont donné à réfléchir sur le chemin du retour. Il n'avait pas tort. C'est vrai que j'étais un peu comme un chien fou, courant partout, sans prendre le temps d'observer ou de m'intégrer à l'équipe. Et puis, les jours suivants, je suis rentrée dans le rang, cherchant moins à montrer ma force qu'à me sentir plus solidaire des autres. Du coup, le travail a été plus détendu.
les commentaires sont devenus plus rares. Pour la première fois, j'ai même été associée aux plaisanteries, comme si mes compagnons me considéraient à présent comme un des leurs. Participer à ce chantier me plaît de plus en plus. Les 2 premiers jours, j'osais à peine regarder en direction du sommet de la tour. À ses pieds, travaillant là comme une fourmi, je me sentais si petit face à elle, tellement gigantesque. Et puis, peu à peu, je me suis habituée. Je me suis mis à relever la tête pour la regarder en me disant que moi, Léon, j'étais en train d'œuvrer pour la faire grandir. Moi aussi, j'appartenais à cette aventure extraordinaire et je faisais partie de ceux qui permettaient à cette grande dame de naître. Lundi 17 septembre. Il me reste encore un peu de vigueur ce soir pour tenir mon porte-plume et raconter ma journée. Le travail n'a pas varié, mais il exige encore plus d'attention. Décharger les pièces numérotées en provenance de l'usine, les transporter dans l'ordre jusqu'au pied de la tour, les accrocher aux grues qui les montent au sommet, tout cela sous la surveillance d'Antoine. Et ce matin, il n'était pas de bonne humeur. Oh, ça non alors. Aussi rouge qu'un homard bouilli, il faisait de grands gestes pour nous faire aller plus vite. Il s'en est pris à Alphonse, le rigolard de l'équipe, avant de sauter sur Eugène qui avait le nez en l'air. Mais dès qu'il s'est éloigné, Alphonse l'a imité à la perfection. On a tous ri de bon cœur, puis on s'est vite remis à travailler avec le plus grand sérieux. Ça sent les grands chefs, a lancé entre ses dents un ouvrier qui passait à côté de nous. Tout le monde s'est retourné, mais moi, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. J'ai vite compris quand 2 hommes élégants sont descendus d'une voiture à chevaux. L'un, coiffé d'un chapeau haut de forme, marchait d'un pas rapide en se dirigeant vers le bureau. L'autre, Monsieur Compagnon, que j'avais aperçu il y a quelques jours, le suivait de près. Il me dit, voilà, je savais bien que quelque chose le titillait notre chef depuis ce matin. Voilà-t-il pas, messieurs les directeurs, marmonna Eugène en cherchant Antoine du regard. Il se trouvait justement derrière lui. D'un œil aussi noir que le fond d'une grotte, le chef s'est planté devant Eugène et a laissé éclater sa colère. Tu crois que tu vas continuer longtemps à faire le malin, hein? Depuis ce matin, tu traînes, tu as la tête ailleurs. Tu penses que c'est avec tes réflexions qu'elle va se construire la tour, hein? Et dire que c'est moi qui ai poussé à ton embauche. Un silence de mort a suivi. Tous les ouvriers alentour s'étaient figés sur place. Au même moment, les directeurs avançaient paisiblement vers notre groupe en discutant. Antoine bombait le torse, fier de son effet. Ils partirent à leur rencontre en nous ordonnant de continuer. Ouf, l'orage était passé. Monsieur Eiffel allait et venait d'un pas tranquille et d'un air satisfait. Il portait la main à son chapeau dès qu'un homme le saluait. Ses manières affables, sa voix posée et sa façon de superviser d'un seul coup d'œil l'ensemble du chantier forcent le respect de tous. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, je me sentais plein d'une énergie nouvelle. L'apparition de cet homme m'a grandement impressionné. Comment peut-on rester aussi calme, aussi maître de soi, quand l'incroyable monument que l'on a imaginé est en train d'être réalisé? Une profonde admiration pour ce génial inventeur a commencé à naître en moi. Son regard est fascinant, et il fait preuve de tant d'assurance. Je me sens prêt à tout pour l'aider à atteindre son but. Mardi 18 septembre. Maman a plein de travail. Faut compter encore une bonne heure, a-t-elle dit, en jaugeant du regard le panier rempli de linge. Moi, j'ai vite filé retrouver mon grenier avant le dîner, pour reprendre le cours de mon histoire. J'y prends goût à présent, et ajouter tous les soirs un petit passage qui résume ma journée me plaît. Je crois que, bientôt, je ne pourrai plus m'en passer. Ce matin, au moment de l'embauche, Monsieur Compagnon a annoncé qu'il devait nous parler. Flanqué de tous les chefs d'équipe, il nous a tous rassemblés sous la tour. Ce qu'il avait à dire avait l'air d'être important, mais posté trop loin de lui, je n'ai pas tout entendu, d'autant qu'il y avait du vent et que sa voix ne portait pas. Mais j'ai quand même attrapé à la volée quelques bribes de phrases. Le chantier a pris du retard. L'automne et l'hiver arrivent vite et ralentissent le travail. La date de la fin des travaux est arrêtée au 31 mars prochain. Elle ne pourra être reportée, etc., etc. Autrement dit, il nous demandait de mettre les bouchées doubles. C'est toujours la même chanson, a grogné d'une voix forte un grand gaillard, dépassant la foule des ouvriers d'au moins 3 têtes.
Tous ceux qui l'entouraient ont aussitôt opiné du chef. Me trouvant à proximité, je les ai reconnus. Ce sont les ramoneurs, comme on les appelle, ceux qui travaillent en l'air sur la tour. Pour la première fois, je pouvais en voir quelques-uns de près. Ils forment un groupe à part. Ils ne se mélangent jamais à nous, montant le matin et descendant le soir, sans même nous jeter un regard. C'est comme ça depuis le début, m'a expliqué Émile, il y a plusieurs jours, alors que je les regardais stupéfaits disparaître dans la tour en file indienne. Ils ont la confiance de compagnons. Il les fait travailler depuis des années sur les chantiers de M. Eiffel pour construire un peu partout des ponts, des viaducs, etc. Alors ils ont un peu la grosse tête. Ils râlent, discutent les ordres pour rien, vois-tu, parce qu'ils savent qu'ils sont indispensables. Et oui. En plus de ça, devant nous, les gars du plancher, ils prennent des airs supérieurs. On les changera pas. C'est comme ça, mon petit. La journée a filé à toute allure. Tout le monde au sol s'est mis au travail sans rechigner. Ce qu'avait dit Monsieur Compagnon avait porté. On appliquait ses consignes. C'était simple. D'ailleurs, il est venu voir notre équipe pour discuter un moment avec notre chef et nous encourager. On dit qu'il est un dur à cuire, que c'est un chef autoritaire et exigeant. C'est sans doute vrai. Moi, je trouve qu'il sait parler à ses hommes. Mercredi 19 septembre. Aujourd'hui est arrivée une chose que je n'aurais jamais imaginée. Les ramoneurs ont décidé d'arrêter le travail. Autrement dit, ils font grève. Ce matin, la chaleur était déjà lourde et le temps tournait à l'orage. Il y avait de l'électricité dans l'air. Avant même que chacun rejoigne son équipe, un groupe de monteurs, c'est l'autre nom des ramoneurs, s'est dirigé vers le bureau d'un pas décidé. Les chefs en sont sortis, et de vives discussions se sont engagées. L'affaire a duré un bon moment. Nous, de notre côté, on attendait les ordres et la venue d'Antoine, comme à chaque début de journée. On sentait bien que ça tournait au vinaigre. On voyait la plupart des monteurs rejoindre peu à peu le groupe. Ils semblaient tous d'accord entre eux pour faire bloc. Les mains dans les poches ou les bras croisés, ils se sont postés non loin de nous, campés sur leur position, refusés de monter. V'là qu'il recommence, nous a annoncé Auguste, après être allé aux nouvelles. Ils réclament une augmentation. Ils disent que plus la tour monte, plus c'est dangereux. Alors ils veulent qu'Eiffel fasse un effort. Monsieur Compagnon a surgi sans que personne le voie arriver. Il a demandé à 3 ou 4 meneurs de le suivre au bureau. Au bout d'un petit moment, ils en sont ressortis, avec des visages fermés qui ne donnaient pas vraiment l'impression qu'ils avaient pu trouver un terrain d'entente. Finalement, la matinée entière est passée ainsi à attendre, à discuter entre nous, à commenter les allées et venues des chefs d'équipe. Trop de paroles, de discussions qui m'ont cassé la tête. Je préfère travailler, c'est moins fatigant. À l'heure du casse-croûte, les ramoneurs se sont rapprochés de nous. Ils faisaient moins les fiers que les autres jours. Un bon nombre de gars du plancher se sont écartés, ne voulant rien avoir à faire avec eux, pas même les écouter. D'autres, comme moi, l'ont fait. Ils ont parlé en vrac des dangers de leur travail dans les airs. Les accidents mortels, le froid qui engourdit les doigts, puis le corps tout entier, le vent en rafale qui peut vous projeter dans le vide. L'un a pris la parole en se tordant d'énervement comme un asticot. Mais bien sûr, tous ces risques ne comptent point pour M. Eiffel. D'ailleurs, quand on a commencé à grogner en avril dernier, il nous l'a bien dit. Tiens, je me souviens exactement de ces phrases et je peux vous les répéter mot pour mot tellement elles m'ont frappé. Il s'est raclé la gorge et a tendu le cou à la manière des grands messieurs. Le vertige pour le vrai monteur n'existe pas. Sur la tour, les risques sont les mêmes qu'ailleurs. Qu'une chute se produise à 40 mètres ou à 300, le résultat est le même, c'est la mort assurée. Nom d'un chien, quel aplomb, a-t-il ajouté en secouant la tête. Un autre a enchaîné. Eh bien, puisqu'il n'a rien voulu savoir en avril, il nous retrouve, et là, on le coince. Il peut rien sans nous. Et si la tour, il veut qu'elle soit finie à temps, il a qu'à réfléchir. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accident jusque-là que cela n'arrivera pas, a renchéri son voisin. Plus la tour va monter, plus faudra jouer les acrobates, et pendant l'hiver avec ça. À force de les écouter, je me sentais plus proche d'eux. J'étais de leur côté, avec une boule qui me tenaillait le ventre. Forcément, je pensais à mon père.
au danger qui le guettait dès qu'il montait sur les toits, et à sa chute mortelle chez M. Violet. Ils avaient raison de tenir bon. Il fallait enfin que tous les chefs et les directeurs reconnaissent les risques que ces ouvriers prennent, eux qui frôlent la mort chaque jour. Quand j'ai raconté à maman ce qu'il s'était passé, elle a froncé les sourcils, puis elle s'est assise pour me parler. « Ne te mêle pas de leurs histoires. Cela ne te regarde pas, c'est leurs affaires. Ils doivent avoir le crâne farci par les syndicats et le droit de grève. On n'entend parler que de ça en ce moment. Et qu'ils ne te montent pas la tête surtout. T'es jeune, tu pourrais te laisser entraîner. » Moi qui pensais qu'elle allait comprendre. J'ai été étonnée par ce qu'elle venait de dire. Me faire monter la tête? Quelle idée!